Bonjour à tous, bienvenue pour notre conférence sur l'innovation et les ressources pédagogiques dans les établissements français de l'étranger, dans le cadre du Salon de l'éducation internationale organisé par TZ Conseil et profdumonde.fr. Je suis Pierre-Alban Villeroy, je suis directeur export chez LDE. Nous sommes le premier libraire scolaire pour les manuels papier et les manuels numériques et partenaire de très nombreux établissements français de l'étranger, un peu partout à travers le monde. Ces établissements français de l'étranger cultivent des valeurs d'excellence, de partage et de rayonnement. Ils permettent de suivre une scolarité de qualité à dimension internationale, portée par l'exigence de l'éducation à la française, ouverte sur le pays d'accueil et sur le monde. Depuis plus de 15 ans, j'ai eu l'occasion et le plaisir d'en visiter plusieurs dizaines sur 4 continents. Il m'en manque encore un à ce jour. Chacun est unique, confronté à des situations, à des environnements géopolitiques, sociaux, technologiques, éducatifs très variés. Et dans cette singularité, on retrouve des points communs, parmi lesquels une capacité à prendre des initiatives, à expérimenter, à mener des projets. Et c'est aussi très important à apprendre de ces expériences pour les pérenniser. Dans le cadre du salon, nous souhaitions valoriser et faire connaître cette force d'initiative et les contextes d'établissements très variés. Parmi nos partenaires, chaque établissement aurait sa place autour de cette table virtuelle pour partager avec nous, mais il a bien fallu en choisir. Et nous avons choisi 3 représentants que j'accueille et que je remercie chaleureusement pour leur présence. Madame Estet, vous êtes Head of School au lycée français de New York, l'un des établissements emblématiques du réseau de l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. Certains membres de votre équipe nous suivent aussi sur le chat, pourront intervenir ou répondre aussi sur le fil d'échange en parallèle de votre intervention. Monsieur Aubry, vous êtes proviseur du lycée français de Caracas. On entend surtout parler du Venezuela pour les difficultés auxquelles il est confronté, et pourtant, vous avez réussi à initier un projet numérique en quelques semaines seulement, qui devient aujourd'hui un acquis pédagogique dont tout le monde se félicite. Et Monsieur Benmimoun, vous êtes proviseur adjoint au lycée international Louis Massignon de Casablanca, le plus important établissement du réseau de la MLF, qui accueillait il y a juste un an les rencontres numériques du réseau MLF. Et à titre personnel, c'est presque la dernière fois que je me suis déplacé à l'étranger, donc j'en ai un souvenir ému. Vous êtes accompagné de votre collègue Jeanne Quignon qui nous rejoindra en deuxième partie de cet échange. Elle est enseignante de français et responsable du projet numérique de l'établissement. Pendant cette première demi-heure, je vais vous laisser la parole tour à tour pour que vous puissiez nous raconter vos expériences et vos projets. Et la seconde partie nous permettra un échange un peu plus interactif durant lequel nous pourrons répondre à quelques questions. J'invite donc tous nos auditeurs à s'exprimer, à poser leurs questions sur le chat de notre outil Livestorm au fil des interventions. Mon collègue Niven Moukien, qui représente LDE, pourra aussi répondre à certaines questions directement ou les relayer pour que nous puissions en débattre. Je me tourne virtuellement vers New York et Madame Estet. Tous nos regards se tournent bien souvent vers Washington ces derniers temps, mais comment ça va à New York? Eh bien, écoutez, New York va très bien. Malgré ce que vous pouvez peut-être voir dans les médias, New York va très bien, je peux vous le dire, parce que notre école est ouverte. Voilà, en modèle hybride, mais nous sommes ouverts. Nous accueillons donc élèves et enseignants tous les jours. Je vais vous demander de remonter peut-être à la slide précédente. Voilà. J'y reviens. Donc, le lycée français de New York, écoutez, bon, il y a plein de choses à dire, mais bon, nous enseignons, nous innovons et nos élèves, bien évidemment, s'épanouissent. Alors, si nous allons à la diapo suivante, vous verrez qu'ils s'épanouissent. Ils s'épanouissent de bien des façons. Vous les voyez là, ayant gagné une coupe de sport, activités qui sont absolument indispensables. La mission du lycée, comme vous le voyez sur la slide précédente, citoyens de culture et de courage. Nous avons une mission au lycée et donc c'est de former ces citoyens de culture et de courage. Ce sont nos élèves. Voilà. Alors, la diapo suivante. Qui sommes-nous? Alors, nous avons 85 ans, nous sommes aux États-Unis, nous sommes dans la ville de New York, nous sommes à Manhattan. Et c'est une ville qui est très, comment dire, très innovante, médias, technologie, finance. C'est une ville qui va très vite, comme vous le savez sans doute. Et c'est une ville où il y a beaucoup de concurrence. Nous faisons concurrence à des établissements privés new-yorkais, des établissements publics new-yorkais, à d'autres écoles bilingues comme nous. Nous sommes la seule à Manhattan qui aille jusqu'à la terminale. Nous allons de la petite section à la terminale. Nous sommes homologués
chaque élève est dans une classe homologuée chez nous, et nous délivrons le bac. Nous sommes une école, ce qu'on appelle indépendante aux États-Unis, ce qui veut dire une école privée. Nous sommes donc complètement autosuffisants. 501c3, c'est notre statut. Donc, nous sommes une école indépendante, privée de l'État de New York, puisque aux États-Unis, l'éducation dépend des États. Nous sommes donc homologués à tous les niveaux, comme je vous le disais, homologués par l'AEFE, le ministère de l'Éducation nationale, mais également accrédités par le New York State Association of Independent Schools, qui donc régit les écoles privées ici à New York, dans l'État de New York. Voilà, alors si nous passons à la slide suivante, notre communauté est comme les communautés de tous les lycées internationaux, de toutes les écoles internationales. Nous avons 50 nationalités, donc beaucoup de Français, qui à peu près un quart de notre population, les 2 parents sont français, 25% qui sont américains, 40% qui sont les deux, et puis 20% qui viennent d'ailleurs, qui viennent de beaucoup d'endroits différents. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons donc 50 nationalités. Voilà, si nous pouvons passer à la slide suivante. Alors, notre programme est un programme bilingue. C'est absolument fondamental à ce que nous faisons et vous verrez où vont nos élèves quand ils quittent le lycée. Programme bilingue, français et américain. Donc, le français est enseigné, beaucoup des matières sont enseignées par des enseignants français. Environ 70 enseignants sur 150 viennent de France. Et bien d'autres enseignants français viennent d'ailleurs au monde que de France, puisqu'ils sont déjà dans le réseau en dehors de la France. Et puis, nous avons bien sûr des enseignants américains. L'excellence est au cœur de notre mission. L'excellence pédagogique académique est au cœur de notre mission. Le bien-être des élèves, le bien-être des enseignants et des employés du lycée est absolument également au cœur de ce que nous faisons au lycée. Vous avez un pragmatisme, un optimisme à l'américaine. Vous avez vu une coupe. On donne beaucoup de coupes pour les sports aux élèves parce que nous pensons que l'optimisme et que le positivisme à l'américaine ont une valeur extraordinaire dans la pédagogie. Donc ça, vous le voyez chez nous en permanence. Beaucoup de dynamisme, beaucoup d'optimisme. Le numérique a très grande part dans notre programme. Nous sommes mis au numérique à la fin des années 2000 et nous avons décidé en 2015 de complètement faire un virage sur le numérique et nous sommes maintenant entièrement cloud-based, ce qui fait que pour l'arrivée du Covid, nous avons immédiatement transféré toutes nos activités en numérique. Nous avons donc beaucoup de chance d'être dans cette situation. LDE a été un partenaire formidable, est un partenaire formidable pour tout ce qui est du numérique, c'est certain. Et puis, la notion de diversité, équité et inclusion que je devrais en fait traduire en diversity, equity and inclusion à l'américaine. La notion d'inclusion est une notion très américaine qui, en fait, inclusion de personnes de provenance diverses, que ce soit, et vous le savez, aux États-Unis, la notion de race est une notion qui existe et qui est importante. Ethnicity, religion, and other, and all of these categories of diversity are absolutely fundamental to who we are and what we do. Et les événements qui se sont passés dans les dernières années, mais en particulier l'été dernier, nous conduisent à vraiment passer beaucoup de temps sur ces notions de diversity, equity and inclusion dans l'école. Nous délivrons 3 bacs, le bac standard, le bac que tout le monde connaît bien sûr, et le bac OIB ainsi que le bac franco-américain. 92%, je crois, de nos élèves passent des bacs bilingues, donc le bac OIB et le bac BFA. Et les élèves qui passent le bac standard sont pour la plupart des élèves qui sont arrivés dans notre établissement dans les 2-3 dernières années avant la terminale. Voilà. Alors, pour la diapo suivante, alors au primaire, l'enseignement se fait en maternelle 50% en français et en anglais, binôme, un enseignant français, un enseignant américain dans la classe en permanence. Donc, l'enseignement 50-50 en maternelle, puis et 80% en français, 20% en anglais du CP au CM2. Et ça,
les notions de connaissance de soi, de bien-être de l'élève, ce qu'on appelle le social and emotional learning, sont extrêmement importants. L'inclusion, donc le sens d'inclusion au sens français, et la différenciation, l'individualisation de l'enseignement par les enseignants est également une fondation de la façon dont nous enseignons la pédagogie au lycée. Donc voilà pour le primaire. En ce qui concerne, donc, si nous passons à la slide suivante, et au secondaire, il s'agit d'un programme qui est très complexe, puisque nous enseignons par sujet, mais également notre programme comprendra ce qu'on appelle le service learning, social entrepreneurship. Donc, nous avons un programme en particulier en 3e où les élèves, d'ailleurs, il y a quelques jours, ont fait des présentations de 3 minutes de projets, en fait, à mettre en place, formidables, sur des sujets qui ont à voir avec les buts, les objectifs de l'ONU. Nous avons un programme d'advisory pour le secondaire. Donc, chaque élève a un advisor. Les professeurs référents sont des advisors par groupe de 8 à 10 élèves. Et nous avons un centre culturel qui est un centre culturel. Nous avons la chance d'avoir dans notre bâtiment un très bel auditorium. Nous sommes en ce moment, bien évidemment, pour le centre culturel en virtuel, mais nous avons un centre culturel qui est extrêmement riche au lycée et qui donc propose des activités et des programmes non seulement aux élèves, mais également à la communauté du lycée. L'activité extrascolaire au niveau du secondaire, student government, donc ce soit le conseil des élèves, nous avons énormément d'activités des élèves, les sports de compétition, la musique, le théâtre, des activités extrascolaires, la robotique par exemple, le Lynx, le journal des élèves est une publication formidable, et puis ce qu'on appelle les diversity clubs, Black Student Union, la coalition d'élèves voilà, qui ont des intérêts et des identités extrêmement diverses. Donc, nous sommes tout à fait à la pointe à ce niveau-là. Et notre partenaire LDE, qui fait son apparition ici, nous aide dans notre numérique. Alors, où vont nos élèves à la fin de leurs études? Vous voyez que presque la moitié, plus de la moitié, restent en Amérique du Nord. À peu près la moitié vont dans les collèges, dans les universités américaines. Nous avons donc de très bons résultats. Cette année ne nous fait pas défaut. Les résultats que nous avons, dans certains cas, sont très, très bons. Nous avons bien les élèves qui vont au Canada et qui rentrent en France. Et nous avons également un très gros contingent qui va au Royaume-Uni. Voilà. Et puis, nous envoyons des élèves dans tout le monde, dans le monde entier, tous les ans. Mais ces chiffres sont relativement stables. Voilà. Professional Growth and Development, donc la formation que signent les enseignants est absolument clé à la façon dont nous permettons aux élèves d'apprendre. Chaque enseignant a un budget personnel dans lequel il peut puiser pour justement s'inscrire à des programmes de formation continue, que ce soit bien évidemment les programmes de l'AEFE, l'AEFE est extrêmement active dans notre zone avec beaucoup de programmes de formation continue, NICES, donc notre association de l'État de New York, NAIS, qui est l'association pour les États-Unis, et également d'autres formations continues que nous proposons à nos enseignants en permanence. Nous avons un catalogue très, très riche. Nous proposons des bourses de recherche à nos enseignants sur des sujets extrêmement importants comme Diversity and Equity and Inclusion, Social and Emotional Learning, Project-Based Learning. Donc, elles se passent pendant l'été pour certains enseignants, pour certaines bourses, et d'autres se font pendant l'année scolaire. Voilà. Donc, le numérique, très important. Bon, je vous ai donné des exemples. Comment postuler au lycée? Merci à vous d'être là. Comment postuler au lycée? Donc, vous pouvez taper l'adresse lfny.org HR Teaching dans votre moteur de recherche et vous pouvez soumettre votre CV, votre lettre de motivation et tous les documents que vous voyez là. Et vous pouvez également simplement aller sur lfny.org et vous verrez About Us, Careers, et vous pouvez nous trouver là. Donc, voilà, en fait, et vous pouvez nous suivre. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, bien sûr. Donc, voilà, j'espère avoir respecté les délais. Merci de votre temps et de votre attention et je passe la parole au prochain présentateur.
Merci beaucoup. Effectivement, vous pouvez vous retrouver aussi sur un stand puisque vous avez un stand pendant tout le salon avec, des représentants qui seront là pour chatter avec, tous les enseignants ou qui que ce soit qui voudrait venir un peu avoir, un peu plus, d'approfondissement. Je vous propose de rester sur le même continent, mais d'aller un petit peu plus au sud, avec, monsieur Aubry, à qui je passe la parole. Oui, merci Pierre Alban. Bonjour à tous. Alors en fait, moi je vais parler d'adaptation à un contexte particulier qu'est le Venezuela et aux innovations qui sont possibles dans ce beau réseau qu'est le réseau de la EFE et l'accompagnement dont on a pu bénéficier pour mettre en place ce projet. Alors tout se met en place en fait en fonction d'un contexte. Le Venezuela, vous connaissez le contexte politique, économique qui est très très particulier. Un lycée français qui était un lycée français de 800 élèves, qui aujourd'hui en a moins de 500 du fait de la crise et qui devait s'adapter absolument aux nouveaux enjeux rencontrés dans le pays, notamment aux enjeux logistiques, parce que nous étions de plus en plus isolés et il était de plus en plus compliqué de garder un lien. Alors on va arriver au sujet par rapport notamment au manuel scolaire, mais pas seulement, puisqu'en fait nous avions besoin de développer toute la partie numérique de l'établissement pour le rendre plus dynamique et pour permettre aux élèves de garder un lien très important avec la culture française et puis avec les enseignements dont ils devaient bénéficier. Donc l'adaptation à ce contexte logistique, finalement, les réformes très importantes ces dernières années qui demandaient aux enseignants d'avoir des outils en permanence adaptés aux nouveaux programmes, et puis bien sûr le contexte financier aussi qui faisait que il fallait trouver des solutions et on s'est orienté à ce moment-là vers le numérique pour pouvoir doter nos élèves de tout le matériel comme dans n'importe quel établissement de l'étranger face à ce contexte un peu compliqué qu'était le Venezuela. Donc la mise en œuvre du projet que nous avons décidé, en fait, c'était de doter chaque élève d'un cartable numérique avec non seulement des manuels numériques adaptés aux enseignements, mais aussi d'autres outils qui permettaient aux élèves, compte tenu de leur contexte de vie aussi, puisque la qualité de l'internet n'est pas toujours aisée au Venezuela, l'isolement, les nombreuses fermetures de l'établissement dues au contexte politique ou économique, nous obligeaient en fait à doter les élèves d'un outil qui leur permette d'être en permanence connectés à leurs professeurs. Donc les professeurs en fait se sont posé la question de comment répondre à ces problématiques, parce que c'est pas une seule problématique. Et donc nous avons réfléchi et l'idée du cartable numérique est arrivée. Alors avec des freins et puis des points d'appui aussi. Donc les freins évidemment. Alors on s'adresse aux enseignants. C'est vrai que passer du papier au numérique c'est pas simple. Et notamment les enseignants de lettres qui voyaient l'arrivée de la tablette comme finalement quelque chose qui allait les détourner du livre. Donc il a fallu discuter, trouver des points d'appui, des compromis pour mettre en place le projet de cartable électronique. Donc par rapport à ça, on s'est tourné vers notre partenaire donc LDE. J'avais déjà commencé à travailler avec LDE en Asie sur plusieurs établissements partaient sur un projet numérique et donc mon arrivée à Caracas en fait m'a permis de développer complètement le projet donc avec LDE par rapport au choix des produits d'abord, quelle tablette choisir, comment s'orienter vers le bon objet pour ensuite parce que c'est un investissement pour l'établissement, c'est un investissement pour les familles, pour la préparation du matériel également, puisque nous étions, assez isolés, avec une seule responsable informatique. Et donc, il nous fallait avoir un appui technologique et préparer tout cela. LDE nous a également, à l'époque, aidé sur toute la partie formation technique, puisque, effectivement, les tablettes sont livrées avec tout le matériel, les manuels, mais aussi les autres applications. Et l'année suivante, il faut passer à l'action et soi-même
recharger les tablettes, réorganiser tout. Et donc cette partie formation technique, il fallait que quelqu'un s'en charge. Et donc notre partenaire nous a pas mal aidé. Et puis ensuite, il a fallu passer à la formation pédagogique et de tous les utilisateurs, qu'ils soient professeurs ou qu'ils soient élèves. Donc la prise en main de l'outil, en fait, c'est réalisé de manière assez aisée, puisque les enseignants ont mis en place des formations pour leurs élèves. Donc dans le cadre du plan de formation continue, des enseignants ont été missionnés pour mettre en place le dispositif et puis accompagner les élèves, parfois les parents pour les plus jeunes élèves, dans la prise en charge de l'outil. Et puis nous avons également mis en place une formation pour les enseignants, puisque au-delà de l'utilisation du manuel numérique, il y avait aussi l'utilisation de toutes les possibilités que nous offrait ce cartable numérique et ces tablettes, à savoir toutes les applications. Et donc là encore, il y a des enseignants qui étaient à la pointe et d'autres qu'il fallait absolument accompagner. Et donc ça s'est passé alors à la fois par les partenaires, donc LDE, mais également les éditeurs qui font beaucoup d'efforts et qui nous accompagnent qui nous ont accompagnés dans le projet, et puis les enseignants eux-mêmes qui, au travers des compétences qu'ils avaient, ont pris en charge la formation de leurs collègues. Donc le projet a pu se dérouler. Alors je dirais que le projet se déroule sur il faut en amont prévoir 4 ou 5 mois de préparation, de structuration, et puis ensuite dès la rentrée démarrer très fort sur la formation des élèves, la formation des enseignants, pour que tout soit opérationnel et que tout fonctionne. Surtout sur un projet tel que celui-là, il faut absolument être le plus opérationnel possible et que la technique ne vienne pas perturber finalement les bienfaits apportés par l'outil. Alors le bilan de cette opération cartable numérique, il est très très positif pour nous. Nous sommes à la 2e année de fonctionnement. Le matériel choisi, c'est du matériel de marque, donc il est résistant, il fonctionne et il donne toute satisfaction. Sur 200 tablettes, nous avons à peu près 200 élèves dans le secondaire, 250. Sur les 200 tablettes, seuls 2 sont revenus en service après-vente, et finalement nous avons eu très peu de soucis techniques à régler tout au long de l'année avec les élèves, puisque les plateformes sont assez fiables et permettent de répondre aux besoins des utilisateurs. Un relais, par contre, est nécessaire avec les éditeurs, et ça, c'est LDE qui se charge de ce relais, puisqu'il y a toujours des manuels numériques enseignants qui doivent être délivrés, des nouveaux élèves qui entrent pour lesquels il faut installer de nouvelles licences, etc. Donc, ces relais avec les éditeurs sont essentiels. Et ce que l'on voit aussi dans le bilan, c'est que aujourd'hui, on a une demande très importante d'outils complémentaires demandés par les enseignants. Ce qui pose le problème de la capacité de la tablette, puisque la tablette en fait a une mémoire limitée, et donc au fil des semaines, on se rend compte qu'il faut bien penser à avoir des tablettes optimisées pour pouvoir recevoir, au-delà des manuels numériques, beaucoup plus d'applications, et donc il faut une mémoire disponible importante. Donc l'opportunité nous a été donnée grâce à ces tablettes de mettre en place le projet Voltaire, projet de travail sur l'orthographe, la grammaire en ligne. Les élèves ont ça sur leur tablette. Avec l'enseignement à distance, évidemment, la nécessité d'utiliser Zoom ou d'autres outils numériques de visioconférence, eh bien la tablette, c'est un relais complémentaire à l'ordinateur. Lorsque la famille a 2 enfants, par exemple, et un seul ordinateur, eh bien les élèves ayant chacun leur tablette, il y a une autonomie qui s'opère avec ces outils-là. Bon, voilà, je peux citer d'autres outils, Kahoot, Scratch, GeoGebra, tous les outils qui peuvent être installés en application sont vraiment un appui très important pour les enseignants. Je pense aussi à l'apprentissage des langues et à l'idée du dictionnaire. Aujourd'hui, le dictionnaire en ligne permettent sur la tablette aux élèves d'avoir un outil unique dans lequel ils peuvent avoir des ressources. Voilà pour ce bilan. Pour nous, cette expérience est très très positive, et elle démontre que dans un pays complexe, en crise, dans un établissement compliqué, eh bien tout est possible grâce à l'innovation et au numérique.
et j'encourage vraiment alors mes collègues s'il y en a et les professeurs qui nous écoutent aujourd'hui à réfléchir et à aller vers les équipes de direction pour les encourager fortement dans ce type de plan qui donne vraiment une souplesse énorme tant dans les manuels numériques que dans l'utilisation des applications qui aujourd'hui sont devenues indispensables pour soutenir les enseignements qui sont portés par les enseignants chaque jour. Voilà. Merci beaucoup. Pour ce qui vous concerne, on ne vous retrouvera pas sur le salon puisque vous ne pouvez pas recruter. C'est ça. C'est ça. La situation étant ce qu'elle est, ça nous donne déjà l'occasion de discuter un petit peu avec vous. Merci de nous rejoindre. Je passe la parole à Christophe Benmimoun pour nous parler du Maroc. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Monsieur Benmimoun, je suis le proviseur adjoint du lycée Massignon de Casablanca. Donc, un lycée qui est un établissement en pleine responsabilité de la mission laïque française. Donc, on est une association type loi 1901, 100% autofinancée. Donc, on n'est pas privé, on n'est pas public, mais on est associatif. Ce qui veut dire que l'ensemble de nos locaux, de nos personnels, de nos salaires sont faits uniquement par les cotisations des familles, sans aucune subvention de l'État français. On ne coûte rien aux contribuables, ce qui est quand même pas mal comme modèle. Le lycée Massignon, c'est 4200 élèves, de la petite section jusqu'au post-bac maintenant, puisqu'on a ouvert des classes préparatoires. La devise de la mission laïque, c'est 2 cultures, 3 langues. Alors, 2 cultures, 3 langues, ça se traduit de la façon suivante. Dans tous les établissements, dans tous les pays où la mission laïque est installée, on a bien évidemment la culture française, puisqu'on est une mission laïque française, et on a la culture du pays hôte, et on fait cohabiter les deux dans le respect mutuel de chacune de ces cultures, et on fait dialoguer ces 2 cultures. Et la devise des 3 langues, les 3 langues, c'est la langue du pays hôte, la langue française et l'anglais, bien évidemment, qui est la langue maintenant internationale. Au lycée Massignon, qui est lycée français international, on va un peu plus loin que ça encore, puisque nos élèves sont maintenant quadrilingues en arrivant en terminale, puisqu'ils ont depuis maintenant la petite section avec la mise en place de nos classes internationales. C'est notre premier grand projet. On a 2 grands projets qui structurent l'établissement. C'est le projet linguistique d'une part, et puis après c'est notre projet numérique, donc je reviendrai dessus dans quelques instants. Mais notre projet linguistique, donc c'est le suivant, c'est-à-dire qu'on a des classes internationales sur le primaire, c'est-à-dire que dès la petite section, on a le français comme langue classique, plus on a de l'anglais, plus on a de l'arabe qui est mis en place, puisqu'on est au Maroc et la convention entre la France et le Maroc impose que l'arabe soit une langue qui soit présente pour l'ensemble des élèves. Et on rajoute à ça, à partir de la classe de 5e, l'espagnol, ce qui veut dire qu'en classe de terminale, les élèves parlent 4 langues avec plus ou moins de facilité. Dans notre projet linguistique, on ne fait pas de distinction LV1, LV2, LVA, LVB, LVC, etc. C'est-à-dire que tous les élèves sont dans les mêmes groupes de langues de l'ensemble. Et après, c'est de la différenciation pédagogique qui fait que l'enseignant gère ses groupes et sa classe avec des exercices adaptés, avec des évaluations adaptées en fonction du niveau de chacun de ses élèves. Donc, ça nécessite une grande individualisation. Et c'est là où le lien est arrivé, puisqu'il y a environ 4 ou 5 ans, on s'est demandé, et on est parti non pas de l'outil, mais on est parti de l'usage. Il y avait 2 points importants qui étaient dans les projets, dans les fonctionnements des enseignants. C'était comment faire, collaborer les élèves le plus possible entre eux, pour qu'ils apprennent entre pairs, et pas uniquement de façon descendante par l'enseignant. Et de 2, comment individualiser les parcours. Et la réponse technique apportée à ces 2 exigences pédagogiques, ça a été bien entendu l'introduction du numérique. Un outil numérique qui lui permet effectivement à l'enseignant de suivre individuellement ses élèves et de très facilement mettre les élèves en relation avec les outils adaptés pour pouvoir faire cela. Donc, notre projet numérique, ça a été déjà dans un premier temps choisir les outils qui permettaient de répondre aux besoins des enseignants. Donc, pendant une année, on en a testé plein. On a testé des ENT, on a testé tout un tas de solutions différentes, des solutions Microsoft, des solutions Google, etc. Et a été arrêté de faire un fonctionnement qui soit sur 2 axes particuliers. Le premier axe qui est toute la gestion de vie scolaire, etc., c'est Pronote, qui sert en fait véritablement de NT. Le deuxième axe, c'est la plateforme de e-learning qui est Moodle. Et entre Pronote et Moodle, on avait l'ensemble des outils nécessaires pour pouvoir répondre à la problématique et aux besoins des enseignants.
Moodle est en particulier particulièrement souple puisque en fonction des demandes, on peut rajouter des briques pour répondre aux besoins. Par exemple, pour les profs de langue, dans Moodle, les élèves peuvent tout à fait s'enregistrer, déposer un audio et l'enseignant peut les écouter quand il l'entend. Donc, c'est un petit peu le fonctionnement et le choix qui a été fait. Donc, on a fait, nous, le choix de pas de tablette, mais de PC, tout simplement, parce que l'environnement numérique dans lequel on se trouve nous permettait de gérer de façon très solide l'ensemble des ordinateurs du groupe. Encore une fois, nous, c'est 4200 élèves. Donc, on équipe systématiquement en entrée de CM1, en entrée de 5e et en entrée de seconde tous les élèves d'un ordinateur portable. Une cohorte, c'est environ 250 élèves, donc ça nous fait acheter 750 machines tous les ans. Donc, c'était il y a 2 ans, on a commencé. Donc maintenant, ceux qui avaient acheté il y a 2 ans, maintenant ont gagné une année. Donc on a donc les 5e, les 4e, les secondes, les premières, les CM1 et les CM2 qui sont équipés. L'année prochaine, avec la montée des cohortes, on aura tous les élèves du CM1 jusqu'à la terminale qui auront leur outil numérique et ça fera environ, pas tout à fait, mais pas loin de 3500 ordinateurs qui devront cohabiter sur notre réseau informatique. Et donc, ça nécessite une infrastructure qui est assez énorme et que les solutions PC permettaient de faire et de contrôler en grande sécurité. Avec les événements récents, plus si récents que ça, puisque on va bientôt fêter les 1 an de notre confinement, qui ont lieu vers mi-mars à peu près, comme tout le monde. On a rajouté à ça une brique à dispositif, à savoir on a rajouté la plateforme Teams pour pouvoir réaliser l'ensemble de nos visioconférences. Voilà. Le modèle sur lequel on a fonctionné au dernier trimestre 2019-2020, puisque le confinement était total au Maroc, était un enseignement à distance complet. Donc, les élèves avaient à peu près sur la moitié de leur emploi des visios avec leurs enseignants et le reste du temps, c'était du travail en autonomie qu'ils devaient réaliser. Et puis, ce travail était rendu via les outils numériques et puis vérifié, contrôlé par les enseignants et rediscuté dans les visios. Depuis la rentrée de septembre, le Royaume du Maroc nous a permis de rouvrir nos établissements, mais avec des conditions sanitaires très strictes. À savoir, on doit être tant de mètres carrés par élève pour la distanciation, etc., pour qu'on puisse éviter toute contamination au sein de l'établissement. Et donc, on ne peut ouvrir nos classes qu'à environ 15-16 élèves, c'est-à-dire ça fait des moitiés de classe. Donc, on a choisi un modèle de hybride synchrone, savoir qu'on a équipé toutes nos salles de classe de caméras, de haut-parleurs, de micros, etc. Donc, une semaine, on a la moitié des élèves qui viennent en présentiel. La semaine d'après, ils restent à la maison. Et le temps où le groupe à la maison, il suit en temps réel le cours en classe et via les outils de visioconférence, ils peuvent poser les questions, intervenir, répondre, prendre la parole et suivre le cours quasiment comme s'ils étaient en classe. Ça nécessite une petite adaptation, bien évidemment, pour le travail à faire et le travail demandé entre les élèves qui sont en classe et à la maison, mais ça fonctionne plutôt bien et ça permet d'avoir un fonctionnement très continu et une progression très continue pour les enseignants et pas avoir à refaire systématiquement 2 cours différents, c'est-à-dire un cours pour les présentiels et un cours pour les élèves en distanciel. Mais vous pourrez poser toutes les questions à Madame Quignon tout à l'heure, qui elle vit ça en temps réel et au quotidien avec ses classes de français. Voilà. Tout ceci s'est accompagné, bien évidemment, d'un développement professionnel extrêmement important et c'est vraiment une mutation, un changement de posture des enseignants qui a été énorme et importante. Tout ceci a été facilité par les efforts énormes qu'ont mis en place la mission laïque à travers le forum pédagogique, à travers maintenant la plateforme CIFADIS et les parcours de formation des enseignants. On a été grandement aidés et facilités par rapport à ça et les enseignants ont pu s'adapter ça a été douloureux quand même parce qu'il a fallu véritablement apprendre à travailler complètement différemment et dans un temps très très contraint puisque
fermeture des établissements le 15 mars, début des cours en distanciel le 18 mars. Donc en 3 jours, les outils étaient prêts, la technique était prête et les premières visios commençaient et les enseignants et le siège de la mission laïque a pu commencer à former les enseignants sur cet enseignement à distance avec qu'est-ce qu'on fait, comment on évalue, etc., etc. Et des parcours qui ont été complets et qui nous sont encore maintenant. C'est vrai que le mode hybride synchrone a été encore une autre modalité de cours où tout ce qui avait été fait pendant le confinement n'a pas pu être complètement réexploité et les enseignants ont encore dû se réadapter à d'autres modes de fonctionnement. Et là-dessus, c'est assez remarquable le travail qui a été abattu par les enseignants là-dessus. Ce qui s'est, du coup, avec ce qu'on avait mis en place et ce qui était assez drôle, c'est qu'on avait beaucoup de polémiques quand on a lancé le projet numérique avant confinement. Maintenant, c'est plus un sujet. Tous les parents sont ravis, tous les élèves sont ravis, tout le monde est content et tout le monde est absolument tout à fait satisfait du mode de fonctionnement. Tout le monde est satisfait d'avoir un ordinateur qui fonctionne dans la maintenance, ça peut être fait à distance par les équipes techniques du lycée Massignon. Voilà, donc ça, c'est plus un sujet. Maintenant, l'outil numérique est totalement passé dans les mœurs et puis son intérêt est complètement adapté. Nous, on n'a pas perdu d'élèves, hein, du coup. L'excellence du travail du lycée Massignon a été parfaitement reconnue par les différents établissements. Enfin, Casablanca est une grosse métropole dans lequel on a 2 établissements mission laïque, un établissement AEFE, un gros établissement, puisque le lycée Lyotet est un établissement de plus de 3000 élèves aussi, et on a un privé marocain homologué pléthorique aussi, avec au moins 3 ou 4 autres établissements de plus de 2000 élèves au sein de Massignon. Donc il y a quand même une concurrence qui est extrêmement importante au sein du Maroc en particulier et de Casablanca plus précisément. Et donc nous, on a pas de fuite d'élèves. La gestion du confinement a été reconnue de par sa qualité par les parents, les familles et les élèves. Et on a même eu un phénomène il y a pas mal de gens qui sont venus frapper à la porte chez nous pour essayer de rentrer, puisque comme ça durait un petit peu, les outils et le travail qui a été fait par l'établissement et les enseignants de l'établissement a été vraiment reconnus. L'autre indicateur important pour nous, c'est que, et qui était quand même quelque chose de hautement important et stratégique, alors je ne sais pas si c'est le cas aussi pour les autres établissements, c'est le taux de recouvrement des frais de scolarité, et on a été à presque 100% de taux de recouvrement sans difficulté majeure, alors qu'on sait que ça a été beaucoup plus compliqué pour d'autres établissements, parce que les parents considéraient qu'ils n'avaient pas eu la prestation qu'ils ont payée, tout simplement, parce que nos clients n'étaient pas satisfaits, et les nôtres l'étaient. Voilà. Le lycée Massignon, donc, comme je vous l'ai indiqué, c'est plus de 4200 élèves, donc c'est un peu plus de 250 enseignants, avec bien évidemment un turnover existant, normal et naturel, et on est en permanence en train de recruter des personnes. Donc, si des gens qui sont ici sont intéressés, faut pas hésiter à nous contacter, à nous envoyer des CV en candidature spontanée. L'ensemble de nos offres d'emploi sont sur le site de la Mission laïque française qui recentre maintenant et qui concentre maintenant toutes les offres d'emploi, que ce soit les offres d'emploi des enseignants détachés, c'est-à-dire des fonctionnaires français certifiés ou agrégés dans leur discipline et qui veulent postuler, mais aussi tous les enseignants des contrats locaux, on peut les trouver sur le site de la Mission laïque française. Et là, vous trouvez l'ensemble des établissements de la Mission laïque française. En filtrant, vous obtenez Casablanca, voilà, mais vous pouvez bien évidemment aller regarder un petit peu tout ce qui existe sur tous les sites de la mission laïque. Et la mission laïque, c'est quand même 40 000 élèves au total. Et c'est donc, on est présent un petit peu partout là-dessus. On vous mettra sur le chat, Madame Elezat vous mettra son adresse mail. Et si vous voulez la contacter directement et lui envoyer des CV, il ne faut pas hésiter. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup et puis je félicite la société LDE qui bien évidemment nous accompagne. Nous, on a fait le choix de mettre à disposition les manuels numériques via Pronote, ça fonctionne très très bien et ça évite d'avoir une autre interface qui se rajouterait à ça. Donc, on a vraiment ces 2 pôles qui sont Pronote, Moodle, Teams et c'est tout. Et les élèves s'y retrouvent relativement bien entre ces 3 outils. Voilà. Et j'ai vu que donc on avait 3 continents présents. On avait 3 types d'établissements présents, puisque on a les établissements AEFE, on a les établissements privés homologués et on a les établissements mission laïque. Et on a donc un panel
tout à fait complet et exhaustif des types d'établissements français à l'étranger qui peuvent accueillir des élèves et bien évidemment qui sont à la recherche d'enseignants. Voilà. Merci Merci. beaucoup. Monsieur Benmimoun, on a vu votre regard se diriger vers Jeanne Quignon pour l'interroger parfois du regard, mais elle n'a pas encore pu nous rejoindre, donc je vous propose de l'inviter sur scène. Peut-être avec tout de suite une première réaction, puisque Monsieur Aubry, vous avez dit que les enseignants de lettres n'étaient pas toujours les plus technophiles et en tout cas les plus intéressés par les projets numériques. Il se trouve que Jeanne Quignon est à la fois responsable et référente du projet numérique et professeure de français. Donc peut-être que vous pouvez nous dire, vous en tant qu'enseignante, quand on vous a lancé dans le projet, comment est-ce que vous vous êtes sentie? Alors effectivement, faisons. Oui. Donc au départ, on est effectivement à Massignon une grande équipe en professeurs de lettres, parce que je crois qu'on est 18, voilà c'est ça, 17. Donc il y avait des réfractaires et des moins réfractaires, mais globalement, je pense que tout le monde était relativement enthousiaste. En tout cas, on a mis en place, l'établissement a mis en place des référents numériques et dans chacune des équipes, il y a des professeurs qui sont donc en charge d'essayer d'explorer un petit peu différentes pratiques et on se forme pas mal entre pairs et c'était pas si réfractaire que ça et aujourd'hui, effectivement, on est assez content du travail qu'on a pu effectuer. En tout cas, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire aussi en lettres, en numérique et ça, je pense que beaucoup de professeurs sont au courant de ça. Et finalement, on a un petit café numérique ici, où il y a des professeurs qui se retrouvent pour se montrer différentes pratiques, différents outils. Et on est en train de mettre en place des plateformes de mutualisation pour vraiment partager. On vous a perdu, je crois. Je peux intervenir, Pierre Alban? Oui, bien sûr, bien sûr. Non, alors en fait, c'est une question de compromis les professeurs de lettres parce que effectivement le numérique semble antinomique avec le livre papier. C'était un petit peu ça, l'accès au texte et finalement donc les professeurs de lettres se sont emparés de l'outil alors particulièrement à partir du projet Voltaire et puis on a décidé de continuer à doter les élèves de livres papier pour tout ce qui est lecture. Donc, ils reçoivent un kit de livres. Voilà, on n'est pas allé jusqu'à mettre en Kindle ou en autre format les livres de lecture. Par contre, pour les manuels numériques, les professeurs de lettres sont passés aux manuels numériques comme les autres professeurs. Donc, en fait, avec ce compromis-là, on a dépassé les appréhensions. Et finalement, aujourd'hui, les professeurs de lettres utilisent de plus en plus le cartable numérique. Je parlais tout à l'heure du dictionnaire, mais le projet Voltaire, voilà, il y a beaucoup de choses aussi qui sont faites. Et puis au-delà des manuels numériques, c'est tous les autres outils qui sont à leur disposition qui finalement les ont convaincus. Donc voilà, ben, il faut quand on installe ce type de projet, voilà, écouter les sensibilités, écouter quelque part les réticences que peuvent avoir les gens, et puis mettre en place ce qu'il faut pour les convaincre et surtout les former, les accompagner. C'est très important. Absolument. Alors, vous avez tous parlé de la formation des enseignants. Je vous propose de faire intervenir aussi Nicolas Lotelier, qui est en charge du secondaire au lycée français de New York, que j'ai invité à nous rejoindre aussi et qui devrait ne pas tarder à arriver dès que les outils numériques nous le permettront. Merci. Je vous laisse la main, Madame Esley. Oui, merci beaucoup Pierre Alban. Alors nous, le numérique, nos enseignants ont des ordinateurs depuis je crois 2009, l'entièreté de l'école est sur des iPads à certains niveaux et des laptops à d'autres niveaux. Tout le bâtiment qui est en fait assez récent, notre bâtiment, nous l'avons construit nous-mêmes, donc il est assez récent, est équipé en fonction. Mais je vais laisser donc Nicolas Lotelier, qui est directeur du secondaire au lycée, nous expliquer un petit peu plus la façon dont nous avons fait ce roll-out et de la façon dont nous accompagnons bien évidemment les enseignants qui pour nous sont très très formés à tout ça. D'abord, bonjour à toutes et à tous et puis merci de m'accueillir. Comme le disait Evelyne, en fait, de manière pas complètement récente, le lycée s'est engagé dans un programme
d'organisation et puis pour mettre à disposition de ces élèves des outils, en l'occurrence des iPads jusqu'en classe de 4e. Et à partir de la classe de 4e, il revient à nos élèves sur une configuration simple et minimale commune à tous, d'amener leur propre device, ce qui fait qu'on a la possibilité de travailler et il y a tout un plan de formation autour de ça auprès de nos personnels pour pouvoir faire de l'outil informatique un outil au service de la pédagogie et pas un outil en soi. C'est un enjeu évidemment qui n'est pas propre à notre établissement et je suis sûr que tout le monde se reconnaîtra là-dedans. Et bien sûr, le contexte actuel a rendu cela encore plus nécessaire et on a eu beaucoup de chance avec nos personnels de faire une transition, mais ça a tenu à eux et à leur flexibilité, leur capacité d'adaptation pour que du jour au lendemain, nous aussi, c'était à la mi-mars, on est à basculer dans le numérique, tout numérique d'abord, puis modèle hybride depuis cette rentrée. Et donc, pour vous qui êtes intéressés par la perspective de venir enseigner à l'étranger, c'est ça dont il faut faire preuve, c'est-à-dire de cette flexibilité et ce sont des conditions souvent excellentes de travail, mais il faut avoir soif de pouvoir continuer à se former, d'avoir accès à des formations peut-être d'une autre forme dans nos espaces qui empruntent autant au contexte local que à ce que peut proposer la EFE ou la mission laïque. Et ces deux organismes sont très, très actifs sur le plan de la formation, mais c'est en tout cas quelque chose qu'on recherche chez nos personnels. Déceler chez eux leur souhait de continuer à se former et à s'inscrire dans un collectif. Voilà. Alors justement, effectivement, on parle beaucoup de formation entre pairs. On est ces 2 jours pendant un salon de recrutement avec des enseignants qui peut-être ne sont jamais allés à l'étranger encore. Est-ce que vous avez mis en place des procédures d'accueil particulières, des formations particulières pour que les nouveaux arrivants puissent tout de suite être opérationnels, formés aux outils? Je ne sais pas qui veut prendre la main. Bon, alors, nous accueillons nos nouveaux enseignants. D'abord, la première chose, c'est que nous avons une semaine pour les nouveaux enseignants avant la pré-rentrée qui leur permettent un petit peu de comprendre mieux ce qu'est notre établissement. Nous les accompagnons dans plein de domaines. Nous les accompagnons tout au long de leur première année. Ils sont très accompagnés également par leur chef de département. Donc, il y a beaucoup d'épaulage et puis des mentors. Nous avons aussi la chance de pouvoir louer des appartements et donc que nos enseignants puissent profiter d'appartements qui sont à leur disposition. Alors, ils payent des loyers, bien sûr, mais ça leur permet en fait d'arriver dans la ville de New York sans avoir en fait commencé par chercher un appartement, ce qui est très important et les aide beaucoup donc pour cette première année. Donc, nous accompagnons énormément nos enseignants dans la première année de leur arrivée à New York. Jean-Marc, oui, Jean-Marc, en fait, là, je vais parler de mon expérience à Manille, puisque à Caracas, malheureusement, je ne peux recruter que quelques enseignants résidents, puisque le statut de contrat local ne peut pas bénéficier d'un visa, c'est parti que le Venezuela. Mais pour parler du lycée français de Manille, par exemple, où j'étais proviseur avant, bien sûr, accueil des enseignants une semaine avant, location d'appartements, toute la partie logistique, et ensuite, comme à New York, alors de manière plus petite évidemment, compte tenu de la taille de l'établissement, mais l'adaptation au contexte du pays, l'adaptation au contexte de l'établissement, et puis dans le recrutement aussi, essayer de sélectionner et d'être en accord avec les enseignants qu'on sélectionne, notamment par rapport à la dynamique dont parlait Nicolas tout à l'heure, la dynamique de formation dans laquelle doivent s'engager les personnes, l'ouverture sur les nouvelles technologies, l'ouverture sur une nouvelle manière d'aborder les élèves et les enseignants, ça c'est très important. Et donc l'accompagnement, mais il se fait dans de nombreux établissements. On ne peut pas arriver dans un établissement à l'étranger sans être réellement accueilli, puisque le contexte pays, le contexte établissement est très 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 différent de la France. Et pour nous, c'est un enjeu majeur, le recrutement et l'accompagnement. Quand on recrute un enseignant, il faut absolument qu'il réussisse sa mission, c'est l'objectif. Et donc d'être à ses côtés toute la première année de sa mission et de son contrat, c'est essentiel pour nous. Je vois que la caméra tourne à Casablanca. Voilà. Bonjour.
je vous écoute. Alors bonjour, je suis la responsable RH du lycée français international du Lumatignon. Comme la question est posée par rapport à l'intégration des nouveaux arrivants, donc et comme je m'occupe aussi de ce volet-là pour accueillir les nouvelles recrues. Donc, de notre part, c'est à peu près la même chose. On accueille les nouveaux une semaine auparavant pour un petit peu faire découvrir l'établissement et ça s'articule aussi par une journée d'intégration avec la proviseur, l'intervention des référents. Pour chaque discipline, on choisit un référent pour bien accueillir. Et on fait des accompagnements individuels par rapport à l'installation au Maroc, par rapport à l'intégration. Quand on dit l'installation, bien entendu, tout ce qui est logement, tout ce qui est carte de séjour, c'est un volet qui est très important par rapport à l'accompagnement individuel administratif. Également, il y a un livret d'accueil qui est un petit peu comme un repère pour tous les nouveaux arrivants par rapport à la vie au sein de l'établissement, à l'extérieur de l'établissement, pour toutes les commodités, on va dire, pour faire ses achats personnels et ainsi de suite. Aussi, on fait des rendez-vous de Skype individuels avant l'intégration pour répondre à toutes les questions, que ce soit d'ordre personnel ou professionnel. Et aussi, là, nous sommes en préparation avec des mentors en interne. Une mission où on souhaite un petit peu donner un côté événementiel à cette intégration avec une journée qui se portera avec un aspect en même temps de présentation de l'établissement, de la culture d'établissement, d'essayer de renforcer un petit peu ce sentiment d'appartenance à la communauté professionnelle dès le départ avec un événement et dans une matinée, l'après-midi, ça portera sur un aspect plus ludique, soit comme nous sommes situés un petit peu en extrémité de la ville, en pleine forêt, nous avons un golf juste à côté et pourquoi pas faire un événement au sein du golf. Donc ça, un petit peu un aperçu par rapport à l'intégration, comment ça se passe. Merci beaucoup. Ouais. J'en profite pour attraper au vol une question de Monsieur Dorville sur les réactions des parents et les principales résistances des parents. Alors la question est adressée à New York. Je sais qu'elle était aussi très importante à Casablanca, puisqu'on a même dû venir organiser une conférence à leur attention. Mais Evelyne ou Nicolas, je vous laisse la main pour répondre sur les attitudes des parents avant de lancer le projet numérique. Alors, j'ai l'impression que la question est plutôt adressée aux autres qu'à New York, parce que si j'ai bien lu, c'est plutôt quelqu'un qui explique que son modèle d'école ressemble au nôtre, mais je vais quand même me lancer. En l'occurrence, il n'y a pas eu grande réticence parce qu'on a essayé de combiner en fait un effort de mise à disposition d'outils, mais de formation des personnels aussi, pour, encore une fois, pas faire de l'usage de la technologie le centre du cours. C'est vraiment un outil au service de la pédagogie. Bref. Et ensuite, au moment de la crise sanitaire, le recours à la technologie s'est imposé. Il n'y a pas eu de résistance de ce point de vue-là. La seule chose auquel on se doit de faire face et de réfléchir, c'est évidemment le temps d'écran, comment, dans un contexte extraordinaire, essayer d'évaluer ça et de quand même avoir d'autres formes d'interaction. Mais je ne dirais pas qu'il y a une grande réticence, mais encore une fois, je laisse les collègues s'exprimer là-dessus. On ne ressent pas une grande résistance de la part des parents à l'usage de ces outils-là. Non, et nous avons aidé certaines familles qui avaient des problèmes de connexion Internet, etc. Et puis, nous apportons bien évidemment une aide financière à toutes nos familles, enfin toutes les familles qui en ont besoin, et une aide financière en particulier en ce qui concerne l'équipement technologique pour dans les plus grandes classes, les élèves achètent, enfin les familles achètent les ordinateurs pour que les élèves s'habituent à leur propre ordinateur et nous leur apportons une aide financière s'ils en ont besoin. Voilà. Et nous avons une équipe de digital learning également qui, j'ai oublié de le préciser, qui aide beaucoup à la formation des enseignants. Nous avons un Media Lab dans lequel les enseignants viennent pour enregistrer des émissions, faire enregistrer des émissions de télévision par leurs élèves. Nous avons un Makerspace où nous utilisons la technologie, les laser printers et ce genre de choses, où les enseignants viennent également. Donc, en fait, les enseignants sont extrêmement à l'aise avec la technologie. Merci.
Jean-Marc peut-être, ou je vois que Jeanne, vous avez pris la main. Je sais qu'à Casa, ça n'était pas absolument évident de parler de numérique aux parents d'élèves. Il y a eu de vraies réticences au début qui se sont levées avec le temps, mais Oui. comment c'était au départ? Effectivement, au départ, enfin, c'était vraiment moite-moite finalement. Il y avait la moitié des parents qui étaient très enthousiastes à cette idée parce que, ben, c'est vrai que quelque part, il semble intéressant d'intégrer ces technologies que les élèves ils utilisent de toute façon beaucoup à la maison, où ils sont très sur leur téléphone portable. Donc certains étaient vraiment contents à l'idée de faire en sorte qu'on puisse l'intégrer dans les apprentissages pour qu'ils en aient un usage intelligent plus tard et qu'ils soient pas complètement scotchés à l'outil. Et d'autres avaient un petit peu l'impression peut-être que leurs enfants étaient des cobayes. Et c'était vraiment ce qu'on entendait au départ. Et c'est dans cette optique qu'on avait ouvert le café numérique au début pour se former entre pairs et pouvoir aussi accueillir des parents de temps en temps pour pouvoir leur montrer comment fonctionnait l'interface, leur faire des petites formations à distance ou sur place avec des outils pour leur montrer comment ça se passe dans une salle de classe. Il y avait eu le souhait de rentrer, de venir assister à des heures de cours, mais ça c'est pas non plus fait parce que bon, voilà, les professeurs n'avaient pas nécessairement envie de se trouver dans l'espace, mais on a fait des capsules vidéo pour leur montrer un petit peu comment ça se passait. Et on leur a surtout vraiment expliqué, comme disait Monsieur Letellier tout à l'heure, que c'était le but de projet d'établissement était de faire en sorte que ce soit des élèves qui aient une utilisation éclairée du numérique et que nous, notre but, c'est pas de l'utiliser tout le temps et de les scotcher à l'ordinateur. On a aussi un service numérique ici qui est vraiment très, très performant, qui peut commander à distance. Et on avait mis en place des pare-feux très, très, très serrés, qui étaient même un petit peu difficiles des fois pour les professeurs parce que beaucoup de choses qu'on voulait utiliser en classe finalement ne fonctionnaient pas une fois qu'on y était parce que c'était bloqué par le réseau. Mais toutes ces restrictions petit à petit sont un petit peu ouvertes. Et puis les parents se sont détendus en voyant finalement que ça fonctionne très bien et que les élèves savent très bien s'en servir. J'avais un petit peu peur aussi au départ que les élèves soient perdus, qu'ils ne savent pas l'utiliser. Mais au départ, moi, j'étais prof principale d'une classe de 5e et c'était les premiers à se mettre au niveau numérique. Et on allait très progressivement en leur apprenant vraiment à se servir de l'ordinateur, à ranger leurs documents, à utiliser l'espace numérique de travail et avec des rituels et des protocoles qui étaient très, très stricts on n'entre pas dans la salle de classe et on ouvre son ordi et on fait ce qu'on veut, non. On l'utilise avec parcimonie, très très peu au départ dans les heures de cours et petit à petit on augmentait. Puis finalement les élèves finissent par se lasser, c'est comme de tout, ça devient habituel et c'est plus si intéressant d'être tout le temps dessus. Donc finalement les parents se sont détendus. Jean-Marc, peut-être un mot sur les réactions des parents à l'annonce du projet? Alors nous, c'était plutôt très positif, hein, parce que c'était dans le cadre de la rénovation générale un peu de l'établissement, tant dans sa pédagogie que dans d'un point de vue matériel. Donc les parents étaient très friands. Nous, alors au contraire, étaient très friands de voir ça. Ils étaient face à des problèmes logistiques permanents, des manuels qui n'arrivaient pas, des manuels à renouveler, donc qui avaient un coût, des élèves qui n'arrivaient pas à acheter les livres au bon moment. Enfin bref. Donc nous, on n'a pas fait face. Au contraire, on avait des gens qui portaient. Leur seule inquiétude, c'était que tout soit livré au bon moment et que les élèves puissent avoir leurs outils pour fonctionner, ce qui a été le cas et ce qui a très bien marché. Donc de ce point de vue-là, pas de frein. Le collègue Paul Dorville, qui posait la question à son arrivée à Brazzaville, effectivement, je pense qu'il faut ce qui est important, c'est prendre en compte le contexte, voir le contexte général de l'établissement et du pays, et à partir de là, essayer de trouver la meilleure réponse possible pour équiper les élèves de la manière la plus pertinente. Il ne s'agit pas de faire du numérique pour faire du numérique, mais il faut adapter les solutions numériques aux besoins réels de l'établissement et puis aux forces vives aussi qui sont dans l'établissement. S'il n'y a pas de forces vives et de référents numériques de qualité, de professeurs qui ont envie de s'engager, etc., c'est compliqué de monter un projet. C'est pas un proviseur qui va décider de monter quelque chose. Il faut une équipe derrière. Hein. Ça, c'est très important. Et à partir de là, tout peut fonctionner. Mais l'analyse des besoins est vraiment très, très importante. Je peux rebondir aussi sur la question, Pierre Alban, de quels outils choisir par rapport à l'offre pléthorique. Ben moi, la réponse, je dirais, c'est il faut se tourner vers des partenaires. Et à partir des partenaires, et LDE en fait partie,
vous avez la connaissance de tous les éditeurs, de tous les outils possibles. Et nous, le fait de vous avoir fait confiance et le fait que vous nous ayez guidés vers plutôt tel type de produit, etc., nous a évité bien des écueils. Donc, je pense qu'il est important aussi de faire confiance et de discuter en toute confiance avec son partenaire numérique. Mais un partenaire numérique est indispensable. On ne peut pas se lancer avec les éditeurs tout seul et dans tous les sens. Je pense que c'est important de recentrer absolument vers quelqu'un qui va vous épauler, qui a l'expertise et qui va accompagner le projet. Merci beaucoup. Je pensais en l'occurrence dire à Monsieur Belabès que peut-être cette question pourrait être répondue par écrit un peu plus tard parce qu'elle elle demande sans doute un développement un peu plus long, mais je valide volontiers votre réponse. Je vous propose, puisque l'heure tourne et qu'il est presque 18h, peut-être de répondre en même temps à la question de Jérôme Bontemps tout en l'utilisant comme mot de conclusion. Dans le cadre de l'utilisation des manuels numériques, quelles sont les fonctionnalités, les services ou les outils qui ont véritablement enrichi votre enseignement? Je vois Jeanne qui a des choses à dire. Donc, je vous propose de répondre avant les autres. Je me dépêche. C'est surtout, je pense, en termes de différenciation que ça a été vraiment utile, notamment pour les textes. Bon, déjà, le fait de ne pas avoir à imprimer systématiquement, mais surtout pour les 10, par exemple, qui peuvent agrandir les textes. Il y a plein de fonctionnalités qui sont offertes comme ça, de pouvoir faire des exercices en ligne, des choses quiz, etc., qui ont été mises en place. Et puis, finalement, là, en ce moment, avec les classes hybrides et bimodales, avoir un manuel numérique, c'est super parce qu'on peut avoir en partage d'écran le même support de cours qui soit en présence et en distance. Les élèves qui sont à la maison peuvent suivre en temps réel ce qu'on a sur le papier, enfin, sur l'écran de ce fait avec le manuel numérique. Il peut l'avoir un petit peu partout. Moi, je rebondis sur le côté manuel enrichi. Je prends l'exemple, par exemple, des nouveaux enseignements de spécialité en première et en terminale en histoire-géographie. La pertinence d'avoir un manuel numérique qui aujourd'hui est de plus en plus enrichi. Je pense à l'éditeur Belin qui a fait une promotion énorme et qui a doté tous les enseignants qui avaient du numérique de manuels enrichis. Ça permet à la fois à l'enseignant dans la préparation de ses cours d'avoir une base de données gigantesque, mais aussi aux élèves d'aller approfondir sur différents domaines. Alors, il faut que la connexion, la tablette ne peut pas fonctionner en autonomie. À ce moment-là, on se connecte sur Internet, mais c'est quand même un sacré plus. Les éditeurs, en fait, font de la curation et travaillent pour nous. Ce qui permet à l'enseignant, lorsqu'il a son cours à préparer, ou à l'élève, lorsqu'il a un approfondissement à faire, d'aller directement avec le lien sur le sujet. Donc ça donne une ouverture, moi je trouve, sur le monde bien plus importante, et ça évite d'aller sur un moteur de recherche et d'aller faire une recherche. Alors on est sur le sujet qui nous correspond, et on peut aller approfondir sur ce sujet. Donc moi je vois un avantage très important, bien sûr. Et je rebondis sur ce que dit la collègue de lettres. Les outils sont innombrables et permettent une richesse de l'utilisation énorme. On mettrait beaucoup de temps à décrire tout ce que peut apporter finalement l'utilisation d'un manuel numérique à un instant T en classe. Et juste peut-être pour rajouter là-dessus, quand je pense aux vertus de l'utilisation du numérique dans un établissement scolaire, c'est pas forcément les manuels scolaires qui me viennent comme numéro 1, dans le sens où c'est très inégal. Les versions enrichissent certainement, mais il y a encore beaucoup à faire et beaucoup à apprendre. Et par contre, en termes de ce que ça procure et occasionne en termes de collaboration, pour rendre des séances encore plus interactives, c'est là le véritable gain. Si on revient au manuel numérique, un espace d'amélioration, c'est l'allègement des cartables, l'accès aux mêmes ressources beaucoup plus vite en début d'année, des choses qui sont vraiment strictement logistiques et matérielles, mais qui ont un impact sur la vie de nos élèves. Mais on n'est pas encore au bout du chemin de ce point de vue-là. Merci beaucoup. Le temps que nous avions décidé de passer ensemble est désormais un peu plus qu'écoulé. Je vous propose donc de conclure. Je réponds rapidement à Karina Günther. En effet, les lycées français un peu partout à l'étranger ont la chance de pouvoir prendre des initiatives, de pouvoir décider de projets de façon autonome. Et c'est vrai qu'ils arrivent à avancer parfois
parfois plus vite que ce à quoi on est habitué en France. Tous les lycées français et tous les établissements français de l'étranger ne sont pas aussi avancés que nos invités en matière numérique. Bien sûr, les pratiques sont très variées parce que chaque établissement est singulier, mais c'est vrai que la force de ces réseaux, c'est leur capacité d'initiative, leur capacité d'innovation, et c'est ce qu'on espérait partager avec vous. Je vous remercie une nouvelle fois d'avoir répondu à notre invitation, plus nombreux encore que ce que nous avions prévu au départ, et c'est tant mieux. C'était un moment d'échange riche et intéressant. À l'issue de cette conférence, nous reprendrons les quelques questions du chat pour nous assurer que nous avons bien répondu à tout le monde, et nous contacterons les uns et les autres pour éventuellement approfondir. Merci à tous, vraiment, c'était un vrai plaisir. On est en fin de semaine pour les Marocains et pour nous en France. Vous avez encore une demi-journée à passer dans vos établissements ou auprès de vos élèves aux Amériques. Merci aux équipes organisatrices du salon, à TZ Conseil et profsdumonde.fr, et à tous ceux qui se cachent derrière eux. Merci surtout à tous les établissements français de l'étranger, à ce réseau aussi riche qui nous permet de voyager même depuis nos bureaux, même lorsque la situation nous interdit de quitter nos départements, et etc. Pour ma part, j'espère vraiment vous visiter à nouveau et vous rendre visite à nouveau en 2021. Bonne fin de journée à tous, très bon salon et à très bientôt. Au revoir, merci. Merci Pierre Albin. Merci à Merci, tous. au revoir. Au revoir.